Merci Khalid. Donc à mon tour de remercier professeur Hassan Afilal de l'invitation. C'est vrai que ça va être compliqué de traiter les deux. C'est pas les deux en un quart d'heure, tu m'as rassuré. C'est un quart d'heure chacun. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiés dans la salle, d'abord de par la formation que suivent les pédiatres à Marrakech, mais dans la majorité sont là. Donc je pense pas que je vais vous apprendre grand-chose. Et puis pour les autres pédiatres, je dois dire qu'au Maroc, les 10 dernières années, les pédopsychiatres sont très fiers de dire que les pédiatres sont très bien formés au diagnostic précoce de l'autisme et à l'autisme en général, et que le diagnostic est fait dans des délais assez comparables à des pays beaucoup plus développés. Donc je ne sais pas si je vais vous apprendre grand-chose, mais en tout cas je vais essayer de le faire dans les délais et puis d'essayer d'être synthétique et avec des diagrammes comme l'a bien précisé Hassan. Donc, les définitions de l'autisme ont beaucoup changé. Donc, vous savez qu'on est passé du TED au trouble du spectre autistique. On parle d'altération de la qualité et de la quantité des interactions sociales. Donc, c'est le mot important, interaction sociale. Le problème n'est pas le langage, le problème ne sont pas les stéréotypies. Le problème, c'est la relation sociale. C'est l'anomalie dans l'activation du cerveau social. C'est ça qui pose problème. Et on va avoir un retard au niveau socio-communicatif. Et parfois, et même plus souvent que parfois, on a du mal parfois à faire la part des choses entre un retard de développement, un décalage dans le développement et des anomalies qui sont plus typiques au trouble du spectre autistique. Maintenant, comme vous l'avez dit pour la trisomie, ce qui est important, ce n'est pas de rassurer les parents, d'annoncer qu'on est très inquiet, mais dans le cas de l'autisme, c'est d'autant plus vrai, on n'a pas le droit d'attendre que les parents soient prêts à l'entendre. Si on a un doute raisonnable, on est obligé de commencer à dire aux parents, mais surtout à commencer une prise en charge. C'est-à-dire, quel que soit le diagnostic au final, c'est ce que je dis aux parents, oubliez le diagnostic. Ce qui est très important, c'est commencer le plus tôt possible une prise en charge intensive. Dans tous les cas, ça va faire énormément de bien à ce bébé. Parce que l'idéal, c'est quand même qu'on s'adresse à des bébés. Donc, retard dans l'imitation, l'attention conjointe, vous connaissez. Donc, regardez la maman, regardez l'objet. Le pointage proto-déclaratif quand un enfant veut quelque chose. Et puis, une notion importante, initier l'interaction. Parce qu'on a beaucoup de tableaux un peu bâtards, excusez l'expression, où on va avoir des enfants qui vous regardent dans les yeux, qui peuvent vous sourire. Quand vous vous adressez à eux, ils vous répondent et vous dites « Oh là là, vous rassurez les parents, vous êtes contents ». Un an après, vous avez un tableau complet de troubles du spectre autistique. Donc, il y a des finesses dans le diagnostic précoce. Alors, quand je dis précoce, c'est 18 mois, 2 ans, vraiment un diagnostic très précoce. Il y a des finesses à rechercher. C'est est-ce que l'enfant, quand vous arrêtez, vous, de le stimuler, est-ce que lui cherche votre regard? Est-ce que lui cherche un partage d'intérêt avec vous? Est-ce que lui cherche l'interaction? Il peut vous répondre, mais dès que vous arrêtez, il se détourne. Et puis des conséquences évidemment sur tous les problèmes, tous les secteurs du développement. Donc on a des tableaux cliniques extrêmement variés, avec les expositions extrêmement précoces et intensives à la télé qu'on a les dernières années. On a des tableaux encore vraiment différents de ce qu'on voyait 15 ans avant, et c'est intéressant d'aller regarder ça. Le souci qu'on a avec cette idée d'exposition à la télé, c'est que beaucoup de parents pensent que c'est pas grave, ce n'est que la télé qui fait qu'il est comme ça. Qu'on va arrêter la télé, l'enfant va devenir normal. C'est jamais le cas. Il peut retrouver une sociabilité, une communication suffisamment bonne si c'était que l'exposition à la télé, mais dans l'absolu, une exposition précoce, intensive à la télé, c'est-à-dire typiquement chez nous, un bébé attaché devant Théolgena de 0 à 2 ans, ça a forcément des séquelles au niveau neuronal, parce qu'on a un bébé dont le cerveau n'est pas encore mature, et donc les dégâts vont être importants quand même. Donc il y a de grosses difficultés diagnostiques et des diagnostics tardifs. Donc avant, un petit rappel rapide, on parlait de troubles envahissants de développement, donc il y avait le fameux autisme infantile typique, l'Asperger qui a disparu des nouvelles classifications, le trouble désintégratif de l'enfance aussi, et le RET qui, avec l'identification du gène MECP2, est devenu une anomalie génétique, et puis le no man's land des TED-NOS. Aujourd'hui, tout ça est regroupé sous un seul terme, trouble du spectre autistique. Et puis en avant, on a ce qu'on nous a enseigné, c'était la fameuse triade autistique, trouble de la communication sociale, interaction et comportement stéréotypé. Aujourd'hui, les deux premières ont été assimilées en une seule, donc il n'y a pas une grosse différence, ben si. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin d'avoir des stéréotypés ou des intérêts restreints
pour avoir le diagnostic. C'est pas 2 sur 3, on a besoin d'avoir les 2 composantes pour retenir le diagnostic. Donc voilà, difficulté persistante de la communication et stéréotypie. Un rappel rapide des critères diagnostiques du DSM-5, ils changeront probablement avec le DSM-6, mais quand même, ça nous parle au niveau clinique. Donc la fameuse difficulté persistante, communication et interaction. Le déficit de la communication non verbale, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas juste le retard de langage. Il arrive que des enfants parlent, mais ils parlent uniquement de façon écolalique. Ils répètent tout ce que vous leur dites, mais c'est des petits perroquets et ça n'a pas de sens. Quelque chose qui est assez typique, c'est ces enfants quand ils s'adressent aux parents, quand ils disent papa, maman. Quand ça signifie papa, maman, quand ils comprennent bien que quand ils répètent ces syllabes-là, les plus simples, papa, papa, maman, ça veut dire papa et qu'ils s'adressent à papa et à maman, c'est très rassurant. Mais de répéter, le fait de ne même pas identifier que quand ils répètent ces syllabes, papa réagit et que ça intéresse cette personne familière et importante pour lui, ça c'est inquiétant. Alors vous avez beaucoup d'interprétations des parents. Vous savez, quand il est concentré, il répond pas quand on l'appelle, et quand il ne sait pas encore bien identifier, mais parce qu'il est resté trop longtemps devant la télé. Il faut pas écouter les interprétations des parents. Soyez clinicien et puis utilisez votre sens clinique pour voir est-ce que cet enfant interagit avec vous. Il y a quelque part le sentiment du pédiatre et du psychiatre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est avec vous? Est-ce que vous êtes vite évadé dans vos pensées et vous pensez à autre chose? Donc ce déficit de toute la coordination de tous les moyens, verbaux, non verbaux, au revoir, bonjour, pointer, regardez l'objet, vous connaissez tout ça. Paraît indifférent aux autres, ne joue pas avec les autres enfants, quoique il peut jouer et de façon stéréotypée. C'est là les bémols, c'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui joue un jeu symbolique, qui joue à donner manger à la poupée et à faire allô. Mais c'est très stéréotypé et on lui a appris à faire ça, mais ça n'a pas de sens pour lui. Et il va pas vous regarder avec le petit sourire en coin à la fin où vous allez comprendre que on s'amuse, on est en train de jouer. Il va le faire et vous sentez que c'est robotisé, que ça n'a pas de sens. Du mal à développer, à maintenir et à comprendre des relations sociales. Alors, développer et maintenir, parce qu'il peut avoir une relation sociale. Il peut jouer avec sa petite sœur et avec sa grande sœur. Mais il peut pas maintenir longtemps l'échange. C'est-à-dire, au bout du 2e échange, lui, on l'a perdu. On a des vidéos de bébés qui sont devenus autistes après, où on le voit sourire avec la mère, jouer avec les bras, et jouer même à cache-cache parfois avec elle, et éclater de rire. Mais qu'est-ce qui fait que ce bébé-là va devenir autiste? C'est que dès que la mère arrête d'interagir, ça y est, le bébé se détourne et on l'a perdu, il évite le regard. Quand elle recommence, elle va le rechoper dans l'attention. Mais lui, il ne va pas initier et il ne va pas demander à rejouer avec elle. Donc l'initiative de la relation sociale est importante. Les comportements stéréotypés, vous les connaissez, autant les écolalies que le fameux flapping, que les stéréotypies où il joue avec ses mains de façon un peu bizarre, où il joue avec les ombres, les lumières, vous connaissez tout ça. Les rituels, les similitudes sont intéressantes et il faut aller dans le détail des stéréotypies. Parfois, ils vont vous dire juste, non, il aime bien que ce soit toujours de la même façon, il est un peu maniaque, dans le terme des parents, etc. Parfois, cet item manque, mais parfois, il faut aussi savoir le chercher. Et parfois, il apparaît beaucoup plus tard que les troubles d'interaction sociale. Mais il faut rester plus dans l'item relation sociale pour avoir votre diagnostic ou votre gros doute diagnostique. Et puis, les intérêts restreints, ça vous connaissez. Répéter, il s'intéresse que à quelque chose et quand il s'intéresse à quelque chose, il connaît tout avec presque de façon encyclopédique et il peut pas s'en décoller. Les parents vous disent, je suis obligé de cacher tous les livres sur les dinosaures, tous les jouets sur les dinosaures, sinon on va parler que de ça pendant des heures et ça va être très robotisé et répétitif. Alors, ça c'est un critère très important qui a été ajouté dans le DSM mais qu'on avait déjà vu au niveau clinique, c'est cette hyperréactivité au niveau sensoriel. Aujourd'hui, on commence à comprendre un peu plus comment fonctionne le cerveau d'un enfant autiste, parce qu'il y a des conférenciers qui étaient autistes et qui nous racontent aussi leur vécu. Ils ont une sensorialité très particulière, ils ne voient pas le monde et l'environnement comme nous.
D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des hypothèses qui disent que ce n'est pas un trouble, que c'est des personnes qui ne sont pas sur la bonne planète, où l'environnement ne leur convient pas. Mais en tout cas, il y a tout un aménagement à faire au niveau environnement pour qu'ils puissent être moins angoissés et mieux vivre leurs différences, parce que c'est des enfants qui sont quand même différents au niveau social. En tout cas, par exemple, ils n'aiment pas, ils préfèrent les ouvertures, ils n'aiment pas les bruits aigus, ils préfèrent marcher les pieds nus. Il y a toute une approche sensorielle extrêmement intéressante, hypo ou hyper, parfois les deux. Il y a plein d'hypothèses sur ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais on le retrouve souvent quand on le cherche. On va passer rapidement au diagnostic et à l'évaluation. Donc le diagnostic est posé en général par les pédopsychiatres. En général, l'idéal c'est d'être en équipe parce que c'est un diagnostic qui n'est pas simple. Même quand c'est très typique, c'est important de faire une évaluation complète, multidisciplinaire, parce que comme on l'a dit tout à l'heure pour les autres enfants qui ont des déficiences, c'est un projet qui va être forcément individualisé. Il n'y a pas de tiroir miracle pour un enfant autiste. Chaque enfant va avoir un projet éducatif et thérapeutique individualisé. Les instruments internationaux, c'est l'ADI. C'est une échelle pour les parents, en passation en 4 heures. La DOS, une échelle d'observation de l'enfant. La CARS qui va évaluer légèrement, moyennement ou sévèrement autistique ou non autistique. Et le PEP qui va nous donner une idée sur l'intelligence aussi, sur les domaines en émergence, les domaines qu'il faut travailler actuellement, les domaines acquis et qui sont bons et les domaines déficitaires. Et ça peut aussi être un outil diagnostique, c'est-à-dire quand on a tous les domaines qui sont chutés, on se dit on est peut-être probablement dans la déficience intellectuelle et pas forcément dans le trouble du spectre autistique, mais pas que ça bien sûr. L'évaluation complète passe par un bilan psychomoteur, évaluer tous les items, motricité fine, latéralité, schéma corporel, etc. pour voir le besoin à ce niveau-là. Le bilan orthophonique sur la pragmatique du langage, parce qu'on peut avoir des enfants qui parlent, ils ne sont pas tous verbaux. Il y a des autistes qui malheureusement resteront à vie non verbaux. Il y a un seuil pour l'acquisition de langage au-delà duquel ils ne parleront peut-être jamais. Mais il y a aussi le sens donné au langage, c'est-à-dire qu'il peut parler, mais ne faire que répéter les dessins animés, les phrases entendues par-ci, par-là, sans qu'il y ait du sens et que ce soit dans le contexte. Et il faut des orthophonistes qui soient formés à ça. Bilan des compétences déficientes et celles émergentes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fameux PEP en version révisée. Le bilan éducatif personnalisé, là c'est tout le problème qu'on a au Maroc, c'est la formation des éducateurs. Aujourd'hui on a de plus en plus, il y a un certain nombre de formations en cours, à Casa, à Rabat, par le ministère, par les privés, par les associations, Denver, ABA, etc. Il y en a qui sont destinés aux professionnels, d'autres aux parents et d'autres aux éducateurs. Et c'est vraiment intéressant, je pense que ça évolue doucement mais sûrement. Et puis, ce qui vous intéresse aussi, c'est le bilan organique. Alors, attention, 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 je vous prie, on ne commence pas par un bilan organique. Parce que vous donnez un bilan à faire aux parents, ils vont disparaître 1 an et demi, le temps de faire tout le bilan. Et en essayant de rationaliser, de se dire tout va aller pour le mieux, ça va s'améliorer, on arrête la télé. Et si les bilans organiques sont normaux, ça les rassure, ou alors ils cherchent quelque chose dans l'organicité pour se dire, le pire, c'est quand ils trouvent un truc au niveau organique. Ils s'accrochent à ça, ils se disent, bon, si on traite ça, ça va aller mieux. Si on traite l'épilepsie, il ne sera plus autiste, etc. Et on aura perdu 2 ans, et 2 ans à cet âge-là, on n'a pas le droit. Parce que ça se ferme, il y a des portes qui se ferment au niveau du cerveau social, et après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je dis bien aux parents, sauf si vraiment j'ai de gros signes d'appel, aujourd'hui, je ne vous donne pas le bilan. Je vous le donne dans 6 mois, quand vous aurez bien travaillé, qu'on aura bien avancé. Maintenant, on va travailler tous les jours. Éducation intensive, éducation spécialisée, on va faire ceci, cela. Et puis dans 6 mois, si vous avez bien travaillé, on fera quand même le bilan, mais ce n'est pas l'urgence. Donc neurologique, EEG, consulte ORL, PEA, consulte ophtalmo, examen cutané, cariotype, CGH, ARI quand on a de grosses suspicions au niveau génétique, et puis l'imagerie cérébrale et la chromatographie des acides aminés. Le dépistage précoce, je vais passer, même si vous... Bon, peut-être 2 mots quand même. Il n'y a pas un signe pathognomonique au niveau des signes précoces, mais on a des signes qui peuvent être typiques la première année de vie. Mais c'est une constellation de signes qui va nous alerter. On ne va pas poser un diagnostic la première année, mais on va tout de suite commencer le travail. On ne va certainement pas attendre 3 ans pour poser un diagnostic, ça c'est fini. Maintenant, il y a des diagnostics parfois posés au niveau international à 18 mois. On peut poser le diagnostic à 2 ans. Mais en tout cas, on commence la prise en charge avant. Je dis aux parents d'oublier le diagnostic, qu'on va travailler et que j'espère que que dans 2 ans, on ne sera plus du tout dans le spectre. Mais dans l'absolu, ce qui est important, c'est qu'on doit travailler. C'est qu'ils ne communiquent pas suffisamment. C'est ce que moi je dis aux parents. Il y a une suspicion.
le spectre d'ailleurs, dans l'absolu de l'autisme, il est là. Maintenant, on doit travailler dur et il y a des évolutions positives quand on travaille dur et je vous assure qu'il y a des évolutions très positives quand on travaille très tôt de façon intensive. Parfois, c'est moi qui ai vu l'enfant la première fois, la deuxième fois et un an après, je doute, je me dis c'est pas possible, il a jamais pu être autiste cet enfant-là, tellement il communique bien. Donc, il y a de l'espoir. Donc, évitement de regard. Les intérêts sensoriels sont très tôt là. Troubles alimentaires, sommeil ne sont pas du tout pathognomoniques. Le sourire, mais le sourire régulier, et quand il initie le sourire, c'est pas juste un sourire réflexe. Au niveau moteur, il y a beaucoup de signes, je vais y revenir, moteurs précoces qui sont développés par toutes les équipes de recherche, notamment en Italie, à Stella Maris, c'est-à-dire les films familiaux des enfants qui sont devenus autistes. Les films de quand ils étaient bébés ont permis de déceler des signes moteurs précoces qui, maintenant, il y a même une théorie que c'est la dysynchronie des signes moteurs, le fait qu'ils soient qu'ils sachent pas comment s'ajuster avec la mère, s'ajuster au niveau moteur, qui fait qu'ils n'entrent pas en relation. Et donc, ces prises en charge précoces permettent une meilleure prise en charge et une meilleure évolution. Les mimiques et l'indifférence aux séparations. Il y a des bébés qui sont inattractifs. On n'a pas envie de s'en occuper. C'est pas par hasard que ces bébés-là, forcément, les mamans les mettent devant la télé. Alors, l'histoire de la télé, j'y reviens quand même une dernière fois parce qu'on en parle beaucoup. Les enfants autistes, parce qu'ils naissent autistes, ont plus d'appétence à coller à l'écran que les autres. Et donc, deux enfants jumeaux, vous mettez tous les deux devant la télé 2 ans, ils vont pas avoir les mêmes troubles, c'est pas ça qui les rend autistes. Donc, on enlevait ça de la tête des parents, cette histoire d'autisme virtuel. Les enfants autistes vont plus coller aux écrans et vont avoir plus d'appétence avec ça et ça va encore plus aggraver les symptômes. Apparition des activités stéréotypées, rarement la première année, mais ça arrive. Ne répondent pas à l'appel du prénom. Sachant qu'un bébé à la naissance, si on lui a parlé pendant la grossesse, peut répondre tout de suite quand on appelle son prénom, se retourner quand c'est la mère qui l'appelle. Donc si toute la première année il ne répond pas à l'appel, c'est quand même inquiétant. Et l'absence d'apparition des babillages et des vocalises. Et après, ça persiste. Il répond toujours pas à son nom, toujours pas de regard, toujours pas de précurseur de langage, pas d'attention conjointe et pas d'imitation. Donc pour les signes moteurs, donc on a des bébés qui sont décrits comme pleureurs, des cris pneumatiques, qui s'agrippent à la douleur, s'intéressent pas au regard de la mère. Bon, j'arrive au quart d'heure, donc je vais passer un peu plus vite. C'est vrai qu'ils sont assez fins et difficiles à chercher, mais dans tous les cas, je laisse les diapos à professeur Affilel, ils sont à votre disposition. Et si vous avez des questions, on en reparle. Ça, c'est un test à 12 mois que fait l'école de Pise, qui est intéressant, parce que le chat, il a beaucoup de limites. Il a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Et il y a beaucoup d'enfants diagnostiqués positifs qui ne sont pas devenus autistes et le contraire, parce qu'il y a beaucoup de oui-non, absence, présence de symptômes. Or, dans l'autisme, les signes précoces, c'est plus la qualité des symptômes et pas la quantité présence-absence. Donc, un mot sur la thérapeutique, il n'y a pas de traitement médical pour l'autisme, en effet. C'est l'éducation intensive, la rééducation précoce sur la communication sociale. Donc, les principes, il y a l'ABA, le TEACH, le PEX, et je vais en parler après, le Denver, qui nous donne beaucoup d'espoir. Donc, c'est une intervention précoce intensive. Alors, c'est pas 10 heures par jour, parce que ça a aussi ses limites et ça donne aussi des dégâts. L'idée, c'est vraiment entre 2, 4, 5 heures par jour, mais c'est un travail de tous les jours, que fait la mère, que fait l'éducatrice, qui est relayé par une psychologue, qui refait le projet tous les 2 mois, pour voir si ça marche bien, et ça donne des résultats. J'ai des parents qui sont au fin fond du Maroc et qui n'ont ni éducatrice ni rien du tout, qui ont fait des petites formations et qui peuvent travailler avec leur enfant et on a des résultats aussi. Donc c'est un peu des cocktails maison qu'on fait dans chaque situation et qui peuvent bien marcher malgré les difficultés locales. On va mettre en place, selon chaque enfant, de l'orthophonie, de la psychomote, de la sensorimotricité bilingée, de l'équithérapie, etc. Mais ça va être selon chaque enfant et ce n'est pas une séance d'orthophonie et de psychomote par semaine qui va sortir un enfant de l'autisme, ça c'est sûr. Donc, pour finir sur le Denver, donc c'est un modèle qui nous donne énormément d'espoir, qui peut être commencé à 9 mois. Chez des bébés de 9 mois qui évitent le regard, qui sourient pas. Et on a des résultats extraordinaires. Alors, il est dérivé de l'ABA, mais il est moins robotisé que l'ABA. Il est plus développemental et il est basé sur le jeu. Et vraiment, ça nous a donné énormément de résultats positifs. Il y a une formation Denver actuellement à Casa pour les professionnels. Donc, c'est un trouble de la communication sociale. L'idée, c'est diagnostic précoce, réactiver le cerveau social, ne pas oublier que les autistes aussi deviennent des adultes et s'occuper des adultes autistes. Alors, un petit diagramme. Vous avez dans votre cabinet une suspicion de trouble du spectre autistique avant l'âge de 2 ans.
Donc, soit vous pouvez adresser un pédopsie, vous êtes dans une ville où quelqu'un est disponible et va le recevoir dans les 2 mois, si ce n'est dans la semaine. Dans ce cas, soit le diagnostic est confirmé et la prise en charge intensive a commencé le plus tôt possible. On n'attend pas du tout ni 2 ans ni 3 ans. Dès qu'on est inquiet, on commence. Soit le diagnostic est écarté, mais parfois, on se trompe tous, on peut passer à côté et on peut penser qu'il n'est pas du tout autiste, le revoir 1 an après et on s'est trompé. Donc il faut quand même, en tant que pédiatre, rester vigilant, revoir régulièrement le bébé et si vous êtes inquiet, le réadresser et demander un 2e avis. Il faut arrêter l'exposition à la télé, revoir 1 mois plus tard si votre doute est raisonnable. Si au bout d'1 mois, vous avez l'apparition du langage, le sourire et disparition des signes inquiétants, là encore, restez vigilant et revoir régulièrement l'enfant. Sinon, si rien n'a changé, adressez un pédopsychiatre. Voilà pour la première partie de la présentation.